Si, si, votre santé nous intéresse. Ouvre un nouveau bonheur à chaque gorgée. C'est le groupe Ndukuman qui détient l'exclusivité de la distribution du produit original. Contact 77 644 15 67. Originalement naturel. Original, e-radio, radio number one. Avec la prochaine présidentielle, va-t-on assister à une recomposition de l'échiquier politique? La crise politique est-elle réellement finie? Les décisions du Conseil constitutionnel vont-elles davantage consacrer l'indépendance de la justice? Le prochain régime aura-t-il les moyens de tenir ses promesses? Pour parler de toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 10 mars 2024 Lamine Ndiaye, professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'UCAD, et Pape Bakary Sissoko, intellectuel de la diaspora sénégalo-français. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 10 mars 2024, bienvenue à l'Air du Temps et honneur aux dames. Le mois de mars, le mois des femmes. Les femmes, vous êtes le monde. C'est vous qui êtes le centre du monde. Hommage à vous, à toutes les femmes qui se battent tous les jours pour s'en sortir. Celles qui sont à domicile, celles qui s'occupent de tout. Sans vous, le monde ne serait pas ce qu'il est. Merci donc à vous les femmes. Hommage à vous pour ce mois de mars qui est votre mois. Nous sommes donc dans ce studio avec Lamine Ndiaye. Lamine Ndiaye, on ne le présente pas aux Sénégalais. Le professeur Lamine Ndiaye est l'un de nos plus éminents intellectuels. Il est aussi professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De Paris, nous sommes avec Pape Bakary Sissoko, qui est intellectuel, Sénégal, France, diaspora, qui travaille beaucoup aussi sur la philosophie, qui est aussi un éminent intellectuel. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. La campagne électorale a déjà pratiquement démarré au Sénégal pour la prochaine présidentielle fixée au 24 mars 2024. Aujourd'hui, 19 candidats vont à l'assaut de l'électorat sénégalais pour 2 semaines. On voit dans l'environnement politique beaucoup de figures connues ou inconnues ou nouveaux dans cet environnement politique. Pape Bakary Sissoko, avec la prochaine présidentielle, va-t-on assister à une recomposition de l'échiquier politique au Sénégal? Merci beaucoup Alassane Samba et bonjour à mon promotionnaire et ami Lamine Ndiaye avec qui j'ai... On n'entend pas Pape Bakary Sissoko, on va essayer de régler le problème sonore, le temps de l'entendre. Est-ce que vous m'entendez là bien? Oui, voilà. Bakary, on t'entend maintenant. Allez-y. Parfait. Je voudrais d'abord vous remercier et saluer la présence de mon promotionnaire et ami, le professeur Lamine Ndiaye, pour qui j'ai le plus grand respect. Nous avions beaucoup échangé à Besançon quand on faisait nos études et chacun a pris des chemins différents, mais nous étions les petits intellectuels de la ville et je voudrais ici le dire haut et fort. Vous me posez une question délicate sur effectivement la situation de l'échiquier politique. Je ne suis pas magicien, je ne suis pas un devin, je suis un penseur. Effectivement, il y a de nouvelles têtes, de nouvelles figures. Oui, l'échiquier va changer. C'est changer de personne et de figure. Mais ce qui intéresse le penseur et le philosophe, c'est que le changement va-t-il produire quelque chose? Le peuple sénégalais n'attend pas seulement qu'on change de tout. Le peuple sénégalais attend des citoyens, des acteurs politiques efficaces, pragmatiques, réfléchis et justes. C'est ce qu'on attend. Ce n'est pas le changement de l'étiquette. On en a besoin effectivement parce que il y a... Vous avez vu les crises qu'il y a eu, on en reviendra. La situation est telle que on a vu la reproduction du même. La reproduction du même, et donc les gens se disent, la majeure partie des gens se disent, il faut changer. On a besoin de changer, et aussi dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle l'alternance. Il faut donner aussi la possibilité aux autres d'exercer le pouvoir. Le pouvoir ne doit pas être caporalisé par une caste
qui fait seulement des mutations, c'est-à-dire des mutations, des changements qui auraient dû être radicales, mais en fait, c'est une continuation d'un système. Et mon ami Paul Diego parle effectivement de processus, et ces processus-là, il faut effectivement les casser pour véritablement donner une vision, un autre regard à notre pays. Les Sénégalais l'attendent, la diaspora l'attend, la communauté internationale nous attend. Parce que, comme je vous l'ai dit, le pays, le Sénégal, est phare, est un pays que nous aimons tous. Et quand nous voyons le pays souffrir, nous en pâtissons. Qu'on soit présent ou loin. Nous avons beaucoup souffert depuis 2021 de la situation du pays. Donc, il y a un besoin de changement. Lamine, est-ce que vous partagez l'idée que le pays va changer? Ou bien c'est le système qui va se reproduire? Quand on regarde aujourd'hui les premières réunions, les premières rencontres entre les militants des partis politiques, on a l'impression que c'est les mêmes personnes qui tournent dans un même système. Oui, moi je crois qu'avant de répondre à la question, vous allez devoir nous permettre de rendre un grand hommage aux femmes, comme vous l'avez fait. Mais c'est jamais un encouragement, une félicitation, c'est jamais assez. J'en profite aussi pour dire tout le plaisir que j'ai de partager cette émission avec, encore une fois, il faut bien le dire, avec un grand ami, Pape Sissoko, qui est resté le même. On a partagé une belle histoire, une très belle histoire. On l'a partagé quand on était très jeunes étudiants, on se fréquentait et Pape a toujours été ce qu'il est devenu. On sait, vous savez, à partir d'un enfant, on ne saura jamais l'adulte qui deviendra. Mais à partir d'un adulte, on sait l'enfant qu'il a été. Pape a toujours été comme ça. En tout cas, Pape, c'est un plaisir. Et je fais coucou à Fatso, notre femme, notre épouse. Merci pour tout et aux enfants aussi. En tout cas, je suis vraiment complet d'être là avec toi. Tu sais, et ça me fait penser à ce que les gens disent quand ils parlent de hasard. Effectivement, certains disent que le hasard n'existe pas. Moi, je crois fermement que ça n'existe pas, surtout que même la définition du hasard, c'est la rencontre accidentelle de séries causales indépendantes, mais qui se retrouvent par l'ordre et par la force des choses. Pape, merci. On se retrouve encore, même si, de façon, depuis quelques années, on ne s'est pas vu. Revenons maintenant à, comme on dit, à nos moutons. Oui. L'actualité. Et on parle de l'échiquier politique sénégalais. Mais je crois que tel que Pape l'a dit, je suis tout à fait d'accord, et je suis tellement en phase avec lui que je suis sûr que nous sommes tous les deux en phase avec la population sénégalaise. La population sénégalaise veut du nouveau, de la nouveauté par rapport à la politique, par rapport à l'action politique. L'échec politique doit être revisité, je le dis, revisité et reformaté. En ce que je pense que c'est devenu malade, en tout cas malade entre guillemets, puisque c'est tel que le pense la population sénégalaise qui, de plus en plus, n'ont plus foi aux politiques, n'ont plus foi aussi aux promesses faites par les politiques. Je crois que c'est ça le sens de ce reformatage. Faudrait-il aussi savoir que reformatage ne signifie pas qu'on va faire table rase sur ce qui existe politiquement parlant. De toute façon, parmi ceux qui sont là, qui mènent l'action politique, il y en a qui sont dignes de foi et qui sont bons, mais à qui on ne donne pas la possibilité parfois de véritablement naviguer dans ce gros champ sénégalais. Et c'est là où je dis, s'il faut recomposer la politique, l'échiquier politique, il va falloir, me semble-t-il, sachez compter sur des citoyens consciencieux, responsables aussi, qui sont responsables, qui savent leur responsabilité sociétale et qui l'assument. Il faudrait donc effectivement choisir des gens qui ne font pas de la politique un métier, une profession. Puisqu'on a comme l'impression que la politique devient une profession. Ce n'est pas cela qui va faire avancer les choses, qui va faire bouger les choses. Non. Il nous faut des gens qui ne vivent pas de la politique, mais qui soient au service de la politique. C'est ce dont on a besoin. Et cela, ça ne se trouve pas seulement au niveau de la jeunesse sénégalaise, mais aussi parmi les adultes et même parmi les personnes âgées. Il y a des gens qui sont capables de faire. Faudrait-il qu'on rechange les pions en essayant de faire une sélection objective et prendre ceux qui savent mener le bateau à bon terme et leur confier les responsabilités, ce qui n'est pas encore le cas dans ce pays et surtout en Afrique en général. Pape, 2 semaines de campagne, Pape Sissoko, est-ce que vous pensez qu'on a
assez de temps pour pas de programme. Surtout le programme phare qui intéresse beaucoup de pays africains, l'éducation. Oui. Alors, il faut savoir effectivement que nous avons traversé une crise. Et comme dit encore souvent les penseurs, 10 jours, oui, ça peut être suffisant. Pourquoi? Parce que la politique est un tripalium. Les gens ont observé, ont regardé certains candidats, il y a des nouveaux. Mais pour la majeure partie, ils ont déjà une opinion. Il faut qu'effectivement les candidats sachent effectivement, rapidement, de façon concise et précise, dire ce qu'ils veulent, quelle est leur vision, qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter. J'ai entendu là récemment dans votre radio certains programmes, etc. Voilà, donc les citoyens savent déjà ce qu'ils veulent. Ils ont déjà entendu des bribes de programmes. Il me semble que 10 jours, oui, c'est suffisant. C'est suffisant parce que maintenant, parce que quand c'est trop long, ce n'est pas intéressant. Il faut que les gens soient concis. La parlotte, comme le disait mon ami feu, le professeur Ibrahima Sow, c'est fini. Maintenant, on est dans l'efficacité. Dans l'efficacité. Donc, que les candidats s'attellent à être précis, concis, pour donner un programme effectivement clair. Et que je souhaite que la conscience des citoyens soit telle qu'elle puisse effectivement comparer ces programmes pour ne pas élire une personne, mais élire sur la base d'un programme de société. Un programme de société est une vision, est un contrat social entre le peuple et le candidat. Mais bien souvent, on choisit un candidat par son appartenance ethnique, par sa capacité à donner de l'argent. Et Lamine l'a très bien dit. Non, travaillons sur les programmes et que la société civile soit bien informée, bien préparée, effectivement, pour contrôler, effectivement, ce que ce candidat a promis. Il faut que la promesse soit contrôlée. Il faut des systèmes d'évaluation, effectivement, de l'activité, des réalisations de nos candidats. Et donc, 10 jours me paraît effectivement largement suffisant. Et maintenant, que nos candidats soient assez convaincants, clairs, nets, précis et rigoureux et pas de parlotte. Cette campagne démarre la mine sur fond de crise. Il y a aujourd'hui le Parti démocratique sénégalais qui dit qu'à partir de demain, ils vont saisir la Cour suprême par rapport justement au fait que le Conseil constitutionnel ait pris une date et une autre date qui ne sont pas conformes selon eux, en disant que le Conseil n'a pas examiné le recours comme il devait le faire. Il y a aussi le fait qu'il y a des accusations de corruption concernant certains membres du Conseil constitutionnel, même si l'un des membres a porté plainte, une information judiciaire ouverte. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans une élection sous fond de crise et que même après l'élection, la question peut se poser? Merci, Alpha. Bon, moi, je crois que nous ignorons une chose en général, puisque simplement quand nous parlons, souvent c'est notre cœur qui parle, et non pas toujours la raison. Notre raison ne nous parle pas suffisamment, et on ne la fait pas parler tout le temps. Mais c'est la raison pour laquelle souvent on peut penser que bon, c'est un mal pour le PDS que de poser tous ces problèmes-là. En politique, vous savez, tous les moyens sont bons, et le mauvais politicien, c'est celui qui s'est lâché très vite, quoi. Je les encourage pas, puisqu'on est véritablement dans une situation de crise qui, de toute façon, est en train d'être stabilisée, surtout avec les décisions prises par le Conseil constitutionnel. Je crois que le Conseil constitutionnel est en train de jouer son rôle. Il nous a eu de régulateur social. Et je crois que c'est très bien. Par contre, cette crise-là, encore une fois, je le dis, même si on n'encourage pas le PDS à faire des recours, il est que nous ne pouvons pas critiquer ce parti de ne pas faire des recours ou de chercher des portes de sortie par rapport à cette situation, par rapport à sa situation politique. C'est pas une maladie, Même si de toute façon, même si c'est une maladie d'ailleurs, les maladies n'ont pas toujours la même puissance et le même degré de... Voilà. Donc il faut bien qu'on pense les choses comme ça. Par contre, moi je crois que ce qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de
réconciliation entre le peuple et la loi, représentée par les membres du Conseil constitutionnel. Même si une grande majorité de la population sénégalaise sont parfois méfiantes par rapport à toute décision qui viennent des politiques ou qui est politiquement colorée. Et un moment, on a même parfois pensé, les Sénégalais ont souvent pensé que le Conseil constitutionnel est là que pour ceux qui occupent le haut de l'échelle sociale, c'est-à-dire les gouvernants. Ça nous donne vraiment, là, la confiance est renouvelée très certainement. Faudrait-il aussi que ça soit entretenu. L'autre chose, c'est que, et je dis, souvent on parle de crise. Et que, est-ce que la crise est finie? Puisque, si je comprends bien votre question, oui. C'est un peu l'orientation. Bon, pour là où on est, par rapport à cette situation, la crise est stabilisée. Ça, on peut bien le dire, même s'il y a des crises souterraines qui peuvent s'annoncer. Pour quelqu'un qui se lance dans une prospective, il peut penser que la crise peut advenir un jour. Mais bon, moi je ne trouve pas que ça soit d'ailleurs une mauvaise chose qu'il y ait des crises. Ce qu'il ne faut pas souhaiter, et ça, c'est du haut de ma conscience que je le dis. Ce qu'il ne faut pas souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas de crise politique en réalité. Et je pense d'ailleurs que les crises politiques font partie de la bonne santé de la société. Je le dis et je mesure moi-même. Bonne santé de la société, puisque ce sont les crises, c'est parce qu'il y a des crises politiques qu'il y a que le champ politique fasse sens. Mais c'est parce qu'il y a des crises politiques aussi que ceux qui occupent le haut de l'échelle sociale, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent, peuvent avoir une idée sur le tempérament de la population. Et c'est parce qu'il y a des crises politiques aussi qu'il peut y avoir des changements, puisque ça, simplement, ça nous ouvre les yeux sur la réalité sociale. Je crois que ce n'est pas du tout un mal. Il faut bien d'ailleurs le souhaiter parfois. Ce qui est important, quand il y a crise, c'est de faire en sorte que ça ne déborde pas. Puisque plusieurs crises qui débordent comme ce qui s'est passé, puisque moi je suppose que c'est parce que ça a été très mal organisé qu'on est arrivé à cette situation de crise très, très grave et même qu'on peut qualifier d'ailleurs parfois d'exceptionnelle. Ça pouvait être évité. Et c'est là où il y a intérêt. Il y a intérêt pour... Et là, je m'adresse aussi aux forces de l'ordre, dont le rôle était de réguler. Ce sont des régulateurs. Mais si les forces de l'ordre se convertissent en hommes du bâton, les choses deviennent très compliquées. Et ça ne fait que augmenter, rendre plus grave encore la crise. Maintenant, ce qu'on leur demande, peut-être, c'est de jouer leur propre jeu, qui est celui de régulateur social, de maintenir l'ordre. Et c'est ce que ceux qui gouvernaient devaient pouvoir exiger, s'il le faut, là qui sont sur le terrain, pour maintenir l'ordre, quoi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais bon, moi je crois que ce sont des expériences. Une crise n'est pas mauvaise. D'ailleurs, nous le savons, hein, la vérité naît dans la contradiction. S'il n'y a pas de contradiction, il n'y a véritablement pas de vérité. Et là, avec ces crises-là, c'est là où on sait que, et peut-être, ceux qui nous gouvernent savent qu'ils ne peuvent pas être éternels, ils ont un pouvoir, mais le véritable pouvoir, la puissance est du côté du peuple. Et quand le peuple veut prendre son destin en main, honnêtement, il le prendra et il obligera ceux qui sont au sommet de la hiérarchie de faire ce que le peuple veut. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, en tout cas dans ce pays. Oui, parle de Paris, comment analysez-vous la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que nous vivons? Est-ce que vous pensez qu'on est sorti de crise? Je souscris à tout ce que mon ami a dit, le professeur Lamine Ndiaye. Ça nous rappelle nos cours de sociologie sur Durkheim, quand il disait que le suicide ou le crime sont nécessaires à la société pour réguler la société. Et il faut souhaiter effectivement la crise, mais il faut que la crise soit contenue. Et il a abordé un sujet que j'allais aborder aussi, c'est tout simplement la gestion de la crise. S'il y a eu crise, je pense qu'il y a eu des malentendus. Et Monsieur Alassane Diop, je vous l'avais dit en 2016, quand vous avez pris le risque de m'inviter à Question Directe, c'était une autre chaîne de télévision, où je vous disais que j'avais un certain dégoût pour ce pays. Et en réécoutant cette émission, je me suis dit que je ne me suis pas trompé. Il faut partir très loin. On a beaucoup banalisé au Sénégal les choses. Monsieur Diop, le numérique nous a beaucoup sauvés. On a vu beaucoup de vidéos sur les violences policières. On a vu beaucoup de vidéos sur des citoyens de façon, comment dire encore, simple,
brandir des armes. On a vu les dérives langagières à l'intérieur de l'Assemblée nationale. On a vu des gens qui ont la langue relâchée, aucune retenue. Comme on dit au Sénégal, Dangay Mandou, tu dois te retenir. Il y a des mots qu'on ne doit pas dire, etc. Donc, on a banalisé dans ce pays beaucoup de choses. Et je ne suis pas surpris que ceci nous arrive. Et dans la diaspora, nous déplorons la crise parce que ces violences, bien que la crise soit normale, bien que maintenant, effectivement, on va dire qu'il y a une certaine stabilité, mais ça me rappellera, je donnerai une figure, c'est la figure de l'eau dormante. L'eau dort, mais peut-être que le crocodile est en bas. Donc, méfiez-vous de l'eau qui dort. Et le Sénégalais est comme ça. Il est docile, il est patient, il a des valeurs, il écoute les anciens, mais ne lui monte pas sur les pieds. Il faut pas cultiver la peur chez le Sénégalais. Et depuis un certain temps, on a une culture de la peur. Les journalistes, les gens de la diaspora qui débarquent dans notre pays, on veut les attaquer. On les emprisonne. Et maintenant, d'ailleurs, il y a des gens qui ont peur. La famille leur dit, attention, telle personne est allée au Sénégal, on l'a arrêté, etc., etc. La culture de la peur doit cesser. La crise, vraiment, je la déplore. Et notre pays n'a pas l'habitude de ces violences-là. Vraiment, maintenant, je ne regarde plus certaines vidéos, je les ai déjà vues, parce que je suis un intellectuel, il faut que je vois pour comprendre. Et le reste, je ne regarde plus, parce que je suis très sensible, et ça me dérange, comment on frappe les gens. Vous savez, monsieur Diop, il y avait le phénomène Benalla, mais l'Élysée a été secoué. Mais quand est-ce que le palais de la République du Sénégal a été secoué? Quand ils ont vu, et je crois que le président l'a vu, je crois que tous les hommes politiques ont vu les violences exercées sur des gens qui n'avaient rien fait, qui étaient devant une boutique, mais on les a massacrés, et avec des mots violents de la bouche des forces de l'ordre, qui sont censés avoir une certaine retenue. Il y a un code de comportement de la police, de l'usage de la force. Mais c'est comme si, effectivement, alors que nous avons d'éminents intellectuels dans la gendarmerie sénégalaise, pour preuve, j'ai ici le livre d'un excellent colonel Abdoulaye Aziz Ndao. Et il disait ceci, et je terminerai là. Mon père me dicta alors ses conditions quand je lui ai dit que je voulais être militaire, pour que je puisse réussir à la gendarmerie. Il avait une très mauvaise perception de la gendarmerie. Deux choses le préoccupaient, la corruption et la torture. Son sermon fut très clair. Être gendarme, oui mon fils, et à condition que tout ce que tu manges soit de fruits exclusifs de ton travail. En outre, ne jamais faire souffrir quelqu'un par usage abusif du pouvoir de la loi. C'est le colonel Abdoulaye Ndao. Voilà ce que je voulais dire. La question que vous avez posée, c'est est-ce que vous êtes sûr qu'on est sorti de crise? Nous sommes sortis de crise, j'ai bien répondu, et mon ami a bien répondu, nous sommes sortis de crise, mais c'est une crise est toujours latente, et je vous ai donné l'allégorie de l'eau qui dort, c'est-à-dire qu'il y a des leviers, ce qu'on appelle la diplomatie douce fonctionne, ce sont nos chefs coutumiers, nos chefs religieux qui fonctionnent, et aussi le Sénégalais lui-même qui n'aime pas la violence, mais c'est tout simplement une paix latente. C'est à l'État, aux institutions de travailler effectivement pour que la paix soit durable. J'ai bien répondu à votre question et je l'ai bien entendu. Nous sommes sortis, mais il faut tout simplement des garanties, il faut préserver, il faut cultiver effectivement cette paix qui est venue surseoir à la crise. Mais la crise, elle est omniprésente partout. Sans qu'il n'y ait pas de crise, il n'y a pas d'évolution. La Bible l'a dit, de la contradiction naît quelque chose, de la dialectique naît autre chose. Mais il faut entretenir effectivement cette paix. Il faut entretenir cette paix, étouffer ces crises. Parce que la crise vient de quoi? Mais de la pauvreté, de l'insécurité, de la famine. Un chercheur disait effectivement que voir les voitures rutilantes, la corruption, etc., le clientélisme, mais ça frustre nos jeunes. Ils sont énervés, ils se disent pourquoi pas moi?
Pourquoi pas moi? Et un chanteur disait être bien né. Ceux qui sont nés de l'autre côté, ceux qui sont, Lamine l'a très bien dit, comment dire encore, ceux qui sont au pouvoir et qui intègrent la famille et deviennent tous riches, alors que nous qui avons fait des études, les Sénégalais sont maîtrisables, ils ont des doctorats, etc. Ils sont au chômage, mais ça crée des frustrations. Quand la cocotte bout, eh bien ça va pas. Démocratique sénégalais, contre son histoire, son leader, Abdoulaye Wade, qui est encore là, qui donne le là, en disant que la partie n'est pas encore finie, contrairement à ce que les Sénégalais pensent, que le PDS va saisir la Cour suprême et qu'ils vont remettre en cause ce qui a été décidé. Oui, bon, moi, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est vrai que ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal avec toute l'expérience détenue par le Parti démocratique sénégalais, quand certaines décisions, au moment où on a besoin de paix, au moment où les gens pensent être sortis d'une crise, que d'un coup, ils donnent l'impression de vouloir paralyser la bonne marche de la société, ça peut poser problème. Ils disent défendre le droit. Oui, bon, politiquement, je dis c'est de bonne guerre. Mais il faut aussi avoir le sens de la mesure. C'est important. Et la meilleure façon d'être juste par rapport, dans le champ en tout cas de l'action politique, c'est d'être en phase avec le peuple. Le peuple n'est pas d'accord sur cette décision. Ce dont le peuple a besoin, c'est qu'il y ait de la paix. On l'a toujours réclamé. Je crois que... Et d'ailleurs, c'est quand même regrettable. Hein. Je n'ai rien contre. Est-ce que les accusations graves de corruption de magistrats ou bien de conseil constitutionnel, on doit y passer comme ça, comme parti profil, que ça soit illustré, que ça savoir réellement ce qui s'est passé? Mais il faut bien. Mais je crois que si on veut entrer dans ces détails, c'est pas des détails. Non, c'est pas des détails. Le diable est dans le détail. Tout à fait, je dis bien, c'est là où je voulais revenir. Hein. Détail entendu dans le sens vraiment quelque chose de très important. Très important, c'est bien important. Mais moi, en tout cas, je ne sais pas. Il faut que la loi fait son travail. Et quand on accuse aussi de hautes personnalités de l'État, moi je crois que c'est important qu'on essaie de voir ce qui se cache, la réalité de la chose. Et la population sénégalaise en a véritablement besoin. Mais je crois que là où on est par rapport à cette situation-là, si on veut que comment ça se dit, des démarches soient faites pour élucider tout cela, ça peut nous prendre beaucoup de temps, alors que le temps, nous sommes dans des urgences. Ce qu'il faudrait faire, c'est de laisser le Conseil constitutionnel continuer son travail, et je ne suis pas très sûr que d'autres honnêtement, ici dans ce Sénégal, parfois, les gens cherchent toujours la petite bête, mais moi je ne suis pas très sûr. Et là, c'est ma conscience qui parlait, c'est ma conviction. Est-ce que ceux qui sont au niveau du Conseil constitutionnel, tels qu'on les connaît, je ne les connais pas tous, j'en connais quelques-uns. Et de toute façon, je les considère comme des gens dignes de foi. C'est des gens dignes de foi, c'est des gens qui ne sont pas pauvres pour être corrompus, me semble-t-il. Même si, de toute façon, ce que je dis n'est pas une excuse pour ne pas essayer d'élucider. Mais le temps, nous n'avons pas le temps, nous sommes dans le temps des urgences. Réglons ce problème, et d'ailleurs c'est d'autant plus vrai que la population sénégalaise ne parle même pas de ça. Ce qui les intéresse, c'est qu'on organise des élections et dans les meilleures conditions. Et puis ensuite, des poursuites où on pourra poursuivre qui on veut. Mais on n'est pas dans le temps. On n'est pas dans le temps et dans l'espace des poursuites, là où on est, ce ne sont pas des urgences, même si c'est très sérieux, c'est très important. Mais le temps de la justice, mais elle est longue. Laissons à la justice, pensons que, de toute façon, d'ailleurs, la loi d'amnistie, si on pense que, mais c'est valable au niveau national, mais sur le plan international, même si tout le monde est amnistié, il est que de toute façon, ceux-là peuvent être attaqués par des organismes internationaux, par des juridictions internationales. Vous voyez un peu. Donc c'est jamais fermé, mais les gens pensent que de toute façon, la loi, une fois que tout est fermé, il n'y a plus aucune décision ne pourra plus se prendre. Le plus sérieux. Vous savez, quand il y a des problèmes, il faut savoir hiérarchiser les problèmes. Il faut les hiérarchiser. Le plus important, c'est pas de voir est-ce qu'il y a tort, qu'il n'a pas. Ils ont été corrompus ou ça, ils ne s'apprendront pas de toute façon, tant qu'ils seront encore vivants. Par contre, encore une fois, je le dis et je le répète, l'urgence aujourd'hui, c'est d'organiser les élections et les organiser dans les meilleures conditions afin que de toute façon et juste en respectant
en respectant les règles du jeu, que personne ne soit lésé. Le Conseil constitutionnel a fait son travail. Les 19, et jusque-là, en tout cas tel que je les suis, puisque je suis un citoyen sénégalais, je suis aussi l'action politique, et jusque-là, ils sont restés constants. Ils n'ont jamais reculé, ils ont toujours pris les meilleures décisions. Donc on les juge par rapport à ces décisions prises et non pas sur des représentations qui peuvent de toute façon être fausses, puisque toute représentation n'est pas toujours vraie, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous pensez, Pape, que les décisions que le Conseil constitutionnel a prises par rapport à cette situation bien précise renforcent davantage son indépendance vis-à-vis de l'exécutif? Oui, vous savez, M. Diop, je pense que il y a une grande évolution. Il y avait comment on appelle ça encore? Le Sénégalais avait une prudence par rapport à son élite, par rapport aux institutions qui ont été un peu malmenées. Mais d'où je suis, de Paris, j'ai la ferme conviction, et Lamine l'a bien dit, j'ai regardé ce matin qui est-ce qu'on choisissait pour faire partie du Conseil constitutionnel. Ce ne sont pas des précaires, ce sont des gens hautement qualifiés et qui, effectivement, comment dire encore, sont prêtent serment. Donc, moi, j'ai toute confiance. Et vous voyez, ce ne sont pas des gens bavards, ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs dans l'ombre qui contrôlent effectivement les règlements, les institutions, etc., etc. Et je pense qu'il faut leur faire confiance et je pense qu'ils viennent de nous donner effectivement la démonstration que le possible est une réalité, que la justice peut fonctionner dans notre pays. Et ils ont compris que effectivement le peuple demande quelque chose et ils ne sont pas sourds, ils écoutent, ils entendent et aussi ils lisent les textes qui régissent, qui sont la fondation d'un État. La fondation d'un État. Descartes disait, quand la fondation n'est pas bonne, le bâtiment s'écroule. Le Conseil constitutionnel vient de nous démontrer effectivement que c'est une bonne fondation et qu'elle est digne de confiance. On peut se faire des représentations comme l'a dit Anine, etc. Toute représentation n'est pas vraie. Toute représentation n'est pas fausse non plus. Mais faisons confiance à nos institutions. Respectons nos institutions et si nous respectons nos institutions, le Sénégal sera toujours ce pays phare, ce pays modèle que tout le monde envie. Mais si nous ne respectons pas les institutions, si les élites dérivent, si les hauts fonctionnaires dérivent, le peuple va s'écrouler. Est-ce que vous pensez que les décisions que le Conseil constitutionnel a prises renforcent davantage son indépendance vis-à-vis de l'exécutif, ou bien c'est le moment qui fait que le Conseil peut prendre ses décisions? Bon, c'est les deux à la fois. Vous savez, la chose la plus difficile à faire, d'ailleurs qui reste impossible, c'est d'essayer de policer la pensée de l'autre. On n'est pas dans la tête des sages du Conseil constitutionnel. Par contre, on peut toujours avoir confiance en eux pour plusieurs raisons. Et à chacun libre de dire ce qu'il pense de ce groupe-là, de ces sept sages-là. Bon, moi je crois que, encore une fois, la confiance, elle est là. Moi, j'ai confiance en mon Conseil constitutionnel. Ça peut être la situation. La situation est telle que de toute façon, ça, je suis convaincu, il ne peut pas prendre une décision autre que celle voulue par le peuple. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est une situation. On peut l'analyser sous cet angle. Mais on peut aussi penser que, bon, ils n'ont jamais eu l'opportunité de... Cette situation est inédite, quoi. La situation sénégalaise est inédite. Donc, on ne peut jamais leur dire que c'est peut-être la situation qui a fait que... Et peut-être c'est leur tempérament, ils ont été comme ça, et tel que le dit Pape, moi je crois que les sages, c'est de hauts magistrats, ils n'ont pas à bavarder. Mais dans l'analyse, certains disent que le Conseil, si le président n'était pas un canard boiteux, en fait un président qui ne se représente pas, le Conseil n'aurait jamais pris ses décisions. Oui, mais certains le disent. Oui, mais puisque parce ça... qu'ils savent que le président n'a plus aucune emprise sur eux. Ça peut se dire. Qu'ils peuvent dire maintenant qu'ils sont indépendants. Oui, d'accord, non. Parce qu'ils ont toujours dit que nous sommes incompétents. Tout à fait. Moi, j'ai toujours... Bon, ça, c'est des analyses que les gens font. Non, c'est des questions qu'on pose. Je sais bien, pour le sociologue que je suis aussi, je sais que... Mais encore, on est dans des représentations. On est dans ce que certains pensent, mais tout le monde ne le pense pas. Moi, je suis dans des questions. Voilà, honnêtement. Donc, voilà. La question, et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai tenté de répondre à cette question en vous disant, il y a une double possibilité de réponse. Soit
On peut accepter que c'est la situation qui leur impose ce comportement, mais dans le même temps aussi, on ne peut pas s'assurer que c'est la situation, c'est peut-être le tempérament, et cette occasion ne s'est jamais présentée pour qu'ils prennent des décisions, même si vous dites, il fut des temps où ils disaient qu'ils n'étaient pas incompétents, mais peut-être très certainement, c'est des spécialistes du droit, nous tous ne sommes pas de grands spécialistes du droit, et tous ceux-là qui parlent à travers les médias et qui font parler le droit souvent ne l'ont appris que dans le tas ou au niveau qui ne me permettent pas véritablement de les comparer avec les sages du Conseil constitutionnel. En tout cas, ce qui est sûr, la situation est inédite, ils ont pris des décisions. Positivons et n'essayons pas de de mal interpréter cette décision. Ce que nous voulons, ce que le peuple sénégalais voulait, mais c'est ce qu'ils ont fait, et c'est le plus important, tout le reste là. Vous savez, et puis il n'existe pas de justice parfaite, c'est pas possible. La loi n'est pas parfaite, c'est parce que la loi n'est pas parfaite que de toute façon, d'une époque à une autre, ou d'un pays à un peuple, à un autre aussi, les règles changent, quoi. Moi, je crois que c'est ça. Il faut apprendre à positiver. Ce dont on a besoin, c'est cette décision a été voulue par le peuple. Le Conseil constitutionnel a suivi le peuple. Je crois qu'on peut s'en tenir là et ne pas essayer quand même de faire des interprétations ou des analyses parfois qui, vous savez, quand on prend la parole pour parler, même en analysant, on produit du sens. Mais c'est ce qui fait que quand on produit du sens, on peut proposer mille et une vérités, puisque ce ne sont que nos propres vérités. Mais la vérité vraie, celle qui le détient, mais c'est celui qui... Actuellement, c'est le Conseil constitutionnel et il a pris la bonne décision. Et je trouve que c'est peut-être un indicateur fort. C'est un indice fort pour dire que nous avons une justice très certainement indépendante, même si on veut une justice totalement indépendante. Ça n'existe nulle part, puisque simplement la loi est imparfaite. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des équilibres et que la loi ou les décisions soient en phase avec ce que le peuple veut. Sinon, de toute façon, les lois restent désuètes, puisque ça ne s'applique pas, c'est complètement en déphasage avec nos réalités. Et là, ce qu'ils ont fait, honnêtement, est en phase. Maintenant, il arrive des moments où on n'a pas tous les pouvoirs. Vous savez, nous sommes en Afrique. Et ce qu'on doit saluer, c'est cette décision-là qu'ils ont prise, très courageuse. Vous savez, c'est inédit, mais ça se voit nulle part en Afrique. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une preuve aussi de la démocratie sénégalaise, mais aussi c'est une preuve que nous avons des institutions solides qu'il faudrait renforcer davantage pour que ça soit encore beaucoup plus solide. Mais parce que je crois que certains Sénégalais ne sont pas en phase avec le Conseil constitutionnel, parce qu'ils ont aussi leur avis. Lamine parle de peuple. On se demande souvent, peuple, c'est qui le peuple? C'est qui le peuple? Oui, le peuple, c'est l'ensemble. Le peuple, c'est l'ensemble des Sénégalais, qu'ils soient partisans d'un parti. Parler au nom du peuple, c'est qui le peuple? Oui, mais écoutez. De toute façon, le Conseil constitutionnel vient d'asséner, de marquer des coups et de dire la loi et rien que la loi. Maintenant, on est dans un pays démocratique où chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si on entre dans des définitions, qu'est-ce que le peuple, etc., le peuple est un ensemble tout simplement de citoyens constitués par une diversité d'opinions, mais qui recherchent effectivement l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est une nation qui fonctionne, un État une population qui vit bien, etc., etc. Maintenant, si on veut chercher la petite bête, etc., dire oui, c'est pas le peuple, etc., non. Le Conseil constitutionnel est une fondation qui vient de dire le droit, respectons ça. Chacun a la liberté. Et je voudrais tout simplement, moi, saluer un juge que je ne connais pas du tout, je n'ai aucune action. Chez lui, on l'appelle le juge Dème. Le juge Dème, qui a effectivement une certaine morale, une certaine éthique. Et j'ai la conviction que certains de nos élites sont dans cette dynamique. Je le vois, je l'étudie, j'ai beaucoup d'amis qui rentrent au pays, qui sont de hauts cadres, des grands intellectuels, mais des simples aussi, modou, et qui ont une éthique, et qui veulent tout simplement construire le pays. Mais nous sommes dans une socioculture qui pollue aussi les individus. Qui pollue les individus. Je demande toujours à mes compatriotes, soyez dignes, soyez incorruptibles, travaillons, ou tout simplement qu'on ne puisse pas être corrompu. Et c'est à l'État
de donner du travail aux gens pour que l'individu devienne un citoyen se construit sur la base d'un équilibre. Si la faim, sa citoyenneté est mise en époquée. Si la peur, sa citoyenneté est mise en époquée. Il faut construire un Sénégalais libre qui puisse décider en conscience de ses choix. Mais tant que ces processus, ces paramètres ne sont pas garantis, nous aurons un citoyen limité et un choix hypothéqué. Justement, Adamine, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par ceux-là qui vont diriger le pays. Est-ce que vous pensez que les attentes sont tellement nombreuses chez la jeunesse sénégalaise, la façon de changer, la façon de faire, la façon de tenir le pays, que le prochain régime qui va arriver aura les moyens de tenir ses promesses? Voilà. Je parlerai des promesses. Mais je voudrais juste, puisque vous étiez en train de provoquer mon très grand ami, mais c'est bien, c'est même très bien de le faire, et c'est gentil et sympathique. Mais le peuple, en réalité, et quand je parlais du peuple, mais le peuple, c'est la conscience collective. Et la conscience collective, ce n'est pas la somme des consciences individuelles. Ce n'est pas cela, c'est la majorité. Et le fait aujourd'hui, quand on entend la population parler, et ça c'est le sociologue qui parle, mais c'est qu'on peut penser que la majorité des Sénégalais est d'accord avec les décisions du Conseil constitutionnel. C'est ça le peuple. Mais ce n'est pas tout le monde. Dans un pays où tu n'as pas de mesures, tu n'as pas de sondage. Oui, mais des entretiens, vous savez, il y a plusieurs façons d'avoir des informations. C'est pas Dakar, le Sénégal, c'est pas Dakar. Non, c'est pas Dakar. Non, on ne se limite pas à Dakar. On a des possibilités. On sait Dakar, mais au moins Dakar a l'avantage d'être le Sénégal en miniature. Oui. Toutes les populations sont dans le Sénégal. Et à partir de Dakar, on peut faire une étude sur le Sénégal, puisqu'on a tous les groupes ethniques vivent à Dakar. Encore que... Même si ça ne suffit pas, on ne dit pas comme ça. Mais vous savez, en matière d'enquête, il y a des techniques. Le temps ne me permet pas mais allons-y à la question sur les promesses. Voilà, de quantifier. Maintenant, sur les promesses, moi je crois que en politique, les attentes, c'est des promesses politiques. Et en politique, en réalité, il ne s'agit pas de tenir toutes ces promesses. Ça, il faut bien qu'on ne se fasse pas des illusions. Toutes les promesses, c'est-à-dire l'attente, toutes les attentes des Sénégalais ne peuvent jamais être réalisées à travers une élection, une campagne électorale de 10 jours ou à travers... Le monde ne se construit pas dans une campagne. C'est pas possible. Le monde ne se construit pas non plus dans un mandat de 10 ans. C'est pas possible. Mais le plus important, je pense, c'est... Puisqu'il ne faut pas qu'on leurre la population. À la question de la gouvernance. Ce qui est important, c'est comment bien gouverner et poser... La gestion de l'argent des Sénégalais. Poser de grosses pierres. La meilleure façon de gérer, c'est... Et je reviens sur le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire sur la loi, quoi. Puisqu'en fait, c'est la loi. Il faut qu'on pose ce qu'on attend de l'autre, c'est qu'il nous fasse rêver, c'est bien. Mais faudrait-il que ces rêves soient des rêves réalistes et réalisables? C'est ça l'action politique. C'est-à-dire un politique qui ne fait pas rêver est un piètre politique. Mais faire rêver, ça veut dire que tu mets la population dans une situation, tu les projettes dans un avenir prometteur. Mais tout ce que vous promettez ne peut pas se réaliser. Le monde ne se construit pas en un jour. Il faut du temps. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de respecter. Si on a posé de grosses pierres, et je parle de grosses pierres, parmi lesquelles il faut citer le Conseil constitutionnel. Si on a un Conseil constitutionnel très fort, on est sur la voie du développement. Si la loi ne se fait pas respecter, c'est que on peut parler de développement, mais de toute façon, c'est un développement relatif ou qui peut poser, puisqu'on va casser, les crises vont naître et ça va casser. Maintenant, pensons à la jeunesse et à l'éducation. Je crois que jusque-là, nos politiques, la campagne vient de démarrer, mais je leur conseille de nous parler de l'éducation. S'il n'y a pas d'éducation, il ne peut pas y avoir de développement. Ce dont on a besoin dans ce pays, c'est valoriser l'enseignement, l'éducation. Nous n'avons pas, au niveau des universités, nous n'avons pas suffisamment d'étudiants, puisque ça demande des moyens. Mais ça doit être, le véritable projet de société sénégalais doit être orienté vers l'éducation. Vous savez, en Corée, c'est l'instituteur qui a le grade le plus élevé et le plus payé. Et on le prépare dès le bas âge, afin qu'il soit un très grand formateur, un être humain digne de son nom. Nous avons
une population très jeune. Si une population d'un pays dépasse, dont les jeunes font plus de 75%, je crois qu'il faut beaucoup faire attention et penser à leur éducation. Sinon, on cultive une bombe qui est là et qui explosera. Et c'est là où j'envie pas celui qui sera le prochain président. Mais en tout cas, s'il veut construire ce pays, il va se fonder sur l'éducation. Il faut mettre les moyens, et je trouve que les moyens sont insuffisants dans l'éducation, mais les moyens aussi mis à la disposition de la recherche sont très insuffisantes, et je suis mieux placé pour le dire, et c'est valable en tout cas pas que pour le Sénégal, partout en Afrique. Mais si l'Afrique veut se développer, et ça ne peut passer que par ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, il va falloir que l'éducation soit hyper valorisée, il va falloir que la recherche soit hyper valorisée, puisque les budgets alloués à la recherche, en tout cas dans les pays africains, ne dépassent pas, ça tourne autour de 0 et quelques pourcents. Ça ne veut rien dire. Nous voulons de la recherche, on peut partir sur de nouvelles bases, puisque ce qui est important, ce n'est pas le retard. Vous savez, le Pakistan, ces pays asiatiques-là, ils se sont développés en l'espace de 30 ans. Donc c'est possible. Nous, au Sénégal, où on a pratiquement toute la matière qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Je crois qu'on a la matière grise, on a des intellectuels, on a des ingénieurs, on a de très grands intellectuels, et ça fait des siècles que cela existe. Moi, je crois qu'il est temps de valoriser ça, il est temps de permettre à ces fils du Sénégal qui sont compétents de pouvoir mettre au service de la communauté de ce Sénégal ce dont ils sont capables de faire. Oui, Pape, est-ce que le prochain régime, la question de la gouvernance et de l'éducation ne seront pas au cœur de la gestion du pays? Qu'ils le disent ou non, c'est une obligation. Kizerbo disait éduquer ou périr. Et Lamine l'a très bien dit. Nous devons éduquer nos jeunes. Nous devons donner des moyens aux jeunes. C'est la journée, on est en train de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Donner aussi accès à l'éducation aux femmes, aux filles, lutter contre les mariages précoces, les violences intrafamiliales, etc. Et je pense que si on éduque, si l'offre et la demande sont équilibrées, nous arriverons effectivement à faire de bonnes choses. Mais il faudrait tout simplement, nous avons des ressources humaines de qualité au Sénégal. Nous avons tout pour réussir. Mais les gens se demandent, mais pourquoi on ne réussit pas? Parce que tout simplement, les modèles ne sont pas bons. Parce que tout simplement, on ne sait pas proposer des alternatives qui tiennent compte de la socioculture et du contexte du pays. Il faut partir des réalités. Si nous ne partons pas des réalités, on singe ce qui se fait ailleurs, ça n'ira pas. Nous avons des ressources humaines. Mettons-nous ensemble pour réfléchir ensemble. Nous, dans la diaspora, nous pensons, nous réunissons pour réfléchir ensemble et proposer des alternatives. Je pense au chemin du développement de mon ami, comment on appelle ça encore, Sekou Ndiaye dans Safane. Et effectivement, il y a des processus qu'on peut mettre des leviers qu'on peut mettre en branle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre, mais il faut faire le focus sur la santé, l'éducation. Quand on est bien éduqué, la santé, on fait de la prévention, etc. Donc, misons sur cette éducation-là, donnons les moyens à l'éducation. Vous avez vu les grèves à l'université, parce que tout simplement, c'est comme si les États africains avaient peur des enfants, des citoyens éduqués. Non, il faut leur donner les moyens. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait instruction, savoir partagé, transmission du savoir. Et c'est comme ça qu'on va soulever ce pays-là à l'image des autres pays, la Chine, le Pakistan, etc., qui ne sont pas meilleurs que nous. Mais pour quelle raison nous stagnons? Parce que nous ne donnons pas les moyens à l'éducation et nous ne savons pas nous nourrir de la tradition éducative pour tout simplement hisser nos enfants vers le haut et le meilleur. Et nous en sommes capables. Je souhaite qu'ils soient véritablement conscients que l'éducation est fondamentale. Et Lamine l'a très bien dit, ce qu'on dit en politique, au meeting, on ne le réalise pas forcément. Quand on n'est pas au pouvoir, on peut tout dire. Être au pouvoir est une autre affaire. Mais ce qui est très important, c'est la concertation, s'écouter, être humble, expérimenter, former le peuple, former les jeunes,
dans les métiers où il y a de la demande et éviter effectivement de les précariser en leur donnant du travail. Donner du travail, c'est avoir des ressources et c'est gagner la paix. Parce que tout simplement, on sera tranquille, apaisé et on aura d'autres choses à faire que de promouvoir son travail, s'occuper de sa famille, s'occuper du bien du pays pour qu'il avance en paix, en sécurité et dans la justice et dans l'égalité de tous. Et la question de la gouvernance. La gouvernance, on l'a toujours dit, mais ce n'est pas un vrai mot quand on parle de gouvernance vertueuse. Une gouvernance vertueuse, c'est quoi? Faire, mettre en place, juger ceux qui ont commis des fautes dans ce pays, mais c'est aussi créer de l'emploi pour la jeunesse. Vous savez, un pays où la prévalence du chômage est très élevée, c'est un pays qui est en tension, même si la tension est souterraine, puisque les gens le vivent. Il faut créer des emplois. Moi, je crois qu'on nous a parlé du pétrole. Le Sénégal est riche en ressources. Essayons de les exploiter à bon escient. Construisons les enfants par l'éducation. Valorisons la recherche. Utilisons les moyens là où on se faut. Évitons de faire en sorte que l'action politique ou le champ politique soit le moyen le plus sûr pour s'enrichir. C'est ça la bonne gouvernance et aller vers les priorités. C'est la santé, la gouvernance orientée vers la santé. Nous souffrons, nous sommes malades, tous les Sénégalais sont malades, mais ils ne le disent pas. Il faut que l'État oriente ses moyens vers assurer une bonne santé à la population, assurer une bonne éducation, valoriser la recherche, et c'est là où j'invite nos prochains candidats, en l'occurrence les 19, à nous parler, proposer un projet de société tourné sur l'éducation. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'éducation? Qu'est-ce qu'ils pensent de la recherche? S'ils ne le disent pas, c'est que moi je trouve que de toute façon, ils n'ont pas de projet de société tout simplement. Voilà, merci infiniment à Lamine Ndiaye, professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'UCAD. Merci à Pape Bakary Sissoko, intellectuel sénégalais de la diaspora. Nous étions avec vous de Paris pour parler dans cette émission, analyser un peu ce qui se passe dans ce pays. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps d'antenne. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Dami, merci aussi à Amadissi. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était avec e-radio aujourd'hui. Samba et mon ami, professeur Lamine. rajo benn simili jot na toftalu ci fukki toog benn di 11h ab jukkib xibaar ci kàddu ga santo Amady Si ci machine bi daal di koy doore ak dorteelu ko campagne électorale bi ni ki bi ngay xaaju di jot yem ak minuit la dogal ba daal di jëpp ñëpp daal di am sañ-sañ ak dogal. C'est moi qui vous remercie. Candidat yi